et c'était l'année dernière, et le théâtre était vide parce que la politique sanitaire du gouvernement avait imposé un couvre-feu, puis un pass sanitaire dans les théâtres, et j'étais considérée comme une collabo parce que je jouais dans un théâtre qui demandait le pass sanitaire. Mais je m'étais demandé, mais c'est la faute à qui? Et on m'avait répondu, c'est la faute à McKinsey, qui conseille Netflix, n'aime pas ton théâtre, espèce de pauvre. T'as qu'à te payer un cabinet de conseil si tu veux avoir une salle pleine. Alors, pour remettre ce prix, je vous demande d'accueillir Eric Alt. Alors, avec les cabinets de conseil, les citoyens, les contribuables payent deux fois. La première, pour que ces cabinets aident à réduire les budgets des services publics, et la seconde, pour que ces cabinets aident à suppléer les carences qu'ils ont contribué à organiser. C'est le paradoxe du serpent qui se mord la queue. Et s'y ajoute un autre paradoxe, les économies s'imposent à l'État, mais elles ne concernent pas les cabinets de conseil. La sous-traitance de l'intérêt général se porte bien. Nous avons payé 850 000 € pour que les citoyens répondent à la question « Qu'est-ce que, pour vous, la justice idéale ?» Nous avons payé 450 000 € pour un rapport médiocre sur les 1000 premiers jours de l'enfant, alors que Boris Cyrulnik avait rendu gratuitement son rapport sur le sujet. Nous avons payé 500 000 € pour un rapport sur l'évaluation de l'évolution des métiers d'enseignant, plagié et rempli de platitudes. Et nous payons, nous, contribuables, 1 500 € par jour, ces cabinets de conseil, ces consultations, c'est le salaire d'une infirmière en soins généraux après 3 ans d'études. En tout, en 2020, nous avons payé 1 milliard d'euros. Et nous perdons non seulement de l'argent, nous perdons aussi notre souveraineté. Car les cabinets de conseil ne servent pas seulement à consulter, ils orientent, ils rédigent des documents stratégiques et se substituent à l'administration. Ils constituent un gouvernement de l'ombre. Ces infiltrés prennent peu à peu le contrôle de l'État, comme le démontrait déjà l'ouvrage précurseur de Mathieu Aron et Caroline Michel-Aguirre. Et nous perdons non seulement notre argent, nous perdons aussi des compétences vitales. Par exemple, pour la santé. La santé a beaucoup bénéficié des cabinets de conseil, pas seulement pour le Covid, pour la vaccination, mais aussi pour améliorer la performance des hôpitaux. Mais notre système, qui était, il y a 20 ans encore, selon l'OMS, un des meilleurs du monde, est aujourd'hui en voie d'effondrement. Alors certes, le marché des cabinets de conseil, comme tous les marchés publics, sont publics et on peut accéder aux documents. Mais quand on veut y accéder, c'est une autre affaire. Quand Anticor a souhaité consulter ces documents, il a dû aller demander à la CADA. Ensuite, certains de ces documents nous ont été transmis. Ils étaient caviardés au prétexte du secret des affaires. Et les produits de ces cabinets de conseil, les livrables, sont très difficiles à obtenir. L'apparence est celle de la légalité, la réalité est celle de l'opacité. Parmi ces consultants, il y en a un, McKinsey, qui travaille en France sans payer d'impôts, mais ça pose aussi la question de la qualité du renseignement économique en France, car il suffit quand même d'ouvrir une page Wikipédia pour s'apercevoir que de nombreuses entités de ce groupe sont impliquées dans des scandales importants. C'est pourquoi nous considérons le rapport parlementaire d'Arnaud Bazin et Ignace Assis si important. Vous avez su transcender les compétences, les oppositions politiques pour la seule recherche de l'intérêt général et du bien public. Vous avez pratiqué un parlementarisme d'investigation. Vous avez fait la lumière sur les conflits d'intérêts où de hauts fonctionnaires, sans honte, se vantent au privé avant de revenir au public. Et vous avez persévéré avec une proposition de loi transpartisane, puis avec un amendement voté par le Sénat, et très bizarrement, le gouvernement y était hostile, et cet amendement s'est perdu à la faveur de l'article 49.3 de l'Assemblée nationale. L'addiction au cabinet de conseil serait-elle si importante, si prononcée, que l'État se retrouverait en état de manque s'il devait réduire sa dépendance en ce domaine? Ou bien s'agit-il, comme le suggère une enquête parue dans Le Monde au printemps dernier, de l'intensité
l'efficacité du lien entre Emmanuel Macron et Macky Sall, le président disait à ceux qui s'inquiétaient de votre rapport qu'ils aillent au pénal. Eh bien, nous y sommes. Et il est possible que la justice révèle le plus grave que nous ignorons encore. Pour avoir pris l'initiative de ce travail ambitieux, courageux, disruptif, c'est pour moi un plaisir et un honneur de remettre ce prix éthique de l'année à Eliane Assassi. Merci beaucoup, Monsieur Halte, pour vos propos. Vous avez en quelque sorte résumé très rapidement quelques éléments essentiels de notre rapport. Mais je voudrais tout d'abord remercier Anticor d'avoir fait le choix de nous remettre à Arnaud Bazin, qui ne peut être parmi nous ce soir, et à moi-même ce prix éthique pour nos travaux sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Merci, car pour ma part, je connais et je salue les travaux d'Anticor. Je connais vos exigences en matière de lutte contre la corruption et pour la transparence et pour l'éthique dans la vie publique. En la matière, vous avez une indéniable expertise, une force de frappe assez efficace, y compris pour porter les combats des lanceurs d'alerte. Et vraiment, sans forfanterie de ma part, ce qui est appréciable, c'est que votre association est aussi citoyenne, au sens où elle implique, elle interpelle, elle interroge nos concitoyens et nos concitoyennes dans leur diversité sur des agissements dont notre système politique se satisfait, mais qui heurtent celles et ceux qui ne se satisfont pas de ce système. Permettez-moi de remercier pas mal de gens, mais voilà, c'est une occasion pour encore une fois le faire. Remercier en premier lieu les élus, les sénatrices et les sénateurs du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste que j'ai l'honneur de présider, qui ont fait le choix, mais vraiment le choix, d'user de notre droit de tirage annuel pour demander la création de cette commission d'enquête qui a été ensuite validée par les instances du Sénat. Je veux remercier et partager ce prix avec l'équipe des administrateurs du Sénat, qui sont quelques-uns là dans la salle, je les aperçois, sur lesquels nous n'aurions pas pu explorer, analyser et rendre lisibles, visibles tous les documents récupérés tout au long de nos travaux, et il y en a eu des milliers de documents. Remercier aussi les collaboratrices et les collaborateurs de mon groupe, qui, je dois dire, m'ont supporté et qui m'ont aidé pendant 4 mois afin que je puisse mener ma tâche, notre tâche, à son terme, car il y avait les travaux de la commission d'enquête, bien évidemment, mais je suis présidente d'un groupe politique et Dieu sait qu'il y avait des travaux législatifs aussi à assumer et que j'ai essayé avec mes collègues d'être surtout les fronts. Je voudrais simplement ici aussi envoyer une spéciale dédicace au président Arnaud Bazin, qui pourtant, vous l'avez dit, n'est pas de la même sensibilité politique que moi. Il a présidé avec rigueur, avec talent, notamment sur les aspects fiscaux. Et il a présidé cette commission vraiment avec beaucoup de force. Et je dois dire que nous avons su tisser des liens de complicité qui appellent, je le crois, un respect mutuel. Et bien sûr, je voudrais remercier et partager ce prix avec les élus, membres de la commission d'enquête, qui ont beaucoup participé à nos travaux et qui ont adopté à l'unanimité le rapport que je leur ai présenté, ainsi que notre proposition de loi qui reprend les recommandations. Tous ces remerciements sont sincères et ils illustrent que ce travail n'était pas un travail solitaire ou partisan, mais bien collectif et transpartisan. Ensemble, nous avons mis en évidence un phénomène tentaculaire, avec une intervention exponentielle, notamment ces dernières années, particulièrement depuis 2017, une intervention exponentielle des cabinets de conseil au cœur des politiques publiques, ce qui interroge effectivement sur notre vision de l'État, sur notre souveraineté,
sur l'utilisation des deniers publics et sur le manque de transparence qui entoure le recours à ces cabinets. Nous avons démontré aussi qu'il existait des liens étroits entre ceux qui nous gouvernent encore aujourd'hui et des membres, des dirigeants de cabinets de conseil. Nous avons démontré que le recours à ces cabinets est effectivement devenu un réflexe, que l'État a recours à leurs services en lieu et place de nos hauts fonctionnaires, pourtant capables de mener à bien nombre de missions, y compris dans des temps contraints. Ils et elles ont le savoir, ils ont aussi le savoir-faire, et surtout, ils et elles ont le sens de l'intérêt général. Plus d'1 milliard d'euros ont été dépensés par l'État sur la seule année 2021, avec des résultats trop souvent contestables ou contestés, et des missions qui n'ont pas été menées à leur terme. Vous en avez cité, effectivement, McKinsey sur l'avenir du métier d'enseignant pour 496 800 €, ou Boston Consulting Group, j'arrive jamais à dire, et Ernst & Young, pour une convention des managers de l'État, finalement annulée, pour 588 900 €, excusez du peu, et je n'ai pris que ces deux exemples. Contrairement à ce que nous disent les membres du gouvernement, nous avons démontré que ces cabinets, notamment les plus importants, pèsent sur la décision publique en intégrant des équipes au sein de notre administration d'État. Et nous l'avons prouvé, nous avons des documents en notre possession. Mais nous avons aussi découvert, puisqu'une commission d'enquête a beaucoup de prérogatives, notamment celle de lever le secret fiscal. Nous ne pouvons pas lever le secret défense, mais nous sommes rendus avec Arnaud Bazin dans les services fiscaux, et nous avons découvert là, document à l'appui aussi, que McKinsey ne payait pas l'impôt sur les bénéfices depuis au moins 10 ans, ce qui leur vaut aujourd'hui, et fort justement, des procédures judiciaires que je ne commenterai pas ce soir car elles sont encore en cours. Alors que semaine après semaine, de nouvelles affaires sont révélées dans la presse qui, en la matière, fait un travail d'investigation remarquable, et que nos collègues parlementaires canadiens ont eux aussi pris l'initiative d'une commission d'enquête sur le même sujet que le nôtre, et qu'elle a déjà des retentissements, y compris ici en France, voire même dans d'autres pays, nous ne pouvons pas lâcher l'affaire, et nous ne lâcherons pas l'affaire, pour en finir avec l'opacité des prestations de ces cabinets de conseil, pour mieux encadrer le recours à ces cabinets, pour renforcer leurs règles déontologiques en s'appuyant sur la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique et la CNIL. Tout ceci représente un enjeu démocratique. Et même si l'actualité est marquée par le rejet majoritaire de la réforme des retraites, rejet pour lequel je milite, nous allons trouver le chemin pour que notre proposition de loi soit définitivement adoptée dans les prochaines semaines. Et en la matière, je vous le dis droit dans les yeux, comme dirait l'autre, en la matière, vous pouvez compter sur notre farouche volonté. Je le répète, nous ne lâcherons pas. Je vous remercie.